Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça me fait chaud au cœur de vous voir nombreux réunis ce soir pour accueillir et célébrer Qi Gangchen, qui est un compositeur franco-chinois que nous affectionnons particulièrement et que nous avons voulu mettre à l'honneur dans ce week-end dédié à la culture chinoise. Peut-être en quelques mots avant d'entamer notre discussion ensemble. Pour vous dire que ce week-end est un week-end que nous attendions depuis longtemps. Un week-end qui, comme un petit festival, est destiné à dépasser beaucoup de clichés que nous avons de part et d'autre sur nos cultures mutuelles entre la France et la Chine. Quelquefois, nous avons l'impression de nous connaître, nous ne nous connaissons pas forcément. Nous avons pourtant des idées toutes faites, quelquefois, sur ce que nous connaissons de la culture de l'autre. Et nous avons, je pense, besoin de personnes qui partagent intimement nos deux cultures. C'est pourquoi Qi Gang est si important à nos yeux. Il est citoyen français depuis quelque temps, mais bien sûr, il a partagé sa vie entre hommes et qui déborde de travail, car il est très entreprenant, a des ennuis de santé, donc il sera remplacé par Anu Lintu, un chef finlandais. Mais il reste le même programme qui, bien sûr, symboliquement, est le point central de ce week-end chinois. Qi Gang, je vous remercie d'abord d'être là. C'est moi. Nous allons partager peut-être ensemble un moment de discussion libre. Nous avons imaginé être au fil de votre vie, au fil des sujets que vous souhaitez aborder, peut-être des questions que j'aurai en tête, et puis des questions que vous aurez aussi, j'espère, le plaisir de lui poser à la fin, pour évoquer votre musique, bien sûr, mais aussi votre vie et votre musique. Parce que, finalement, vous êtes une grande figure, mais qui n'est pas, finalement, très connue, ou pas si connue, du public français. Vous êtes là, présent, donc ça prouve que vous n'êtes pas un inconnu. Mais je pense qu'il faut vous découvrir encore un peu mieux pour essayer de comprendre quelle est maintenant toute la surface et toute l'aspiration que vous avez. Je pourrais contredire. Allez-y. Ça fait 5 ans que je suis dans la montagne, lointain de la ville. Je ne sors presque pas. J'écris. Je pensais comme vous, que je suis un inconnu. Et récemment, je suis allé aux États-Unis, ensuite en France. J'ai constaté que je suis tellement connu. C'est pas une blague, hein. Dans tous les conservatoires des États-Unis, en Europe, on a dit des choses incroyables que je me dis non, c'est moi ça c'est moi. Parce que les gens connaissent mes musiques, les pièces, ils ont composé quelle année, quel genre de musique, pourquoi il est comme ça, et quelle est sa vie, etc. Donc ça m'a vraiment surpris. Peut-être c'est l'environnement en France que j'ai voulu, à l'époque, hein, il y a 10 ans, une dizaine d'années, j'ai voulu vraiment éloigner. J'ai fait exprès. C'est pas pour... parce que je ne sais pas gonfler, parce que je voudrais quand même être plus lucide sur moi, sur le monde musical. C'est pour ça que je voulais sortir un peu de ça, parce que c'est un cadre que j'ai vécu longtemps. Je suis suffisamment influencé, j'ai beaucoup réfléchi, et après, j'ai vu un autre monde. C'est ça là. Il y a un contraste entre ce que j'ai reçu, étudié en France. Sans la France, je ne suis pas tel qu'aujourd'hui je suis, mais c'est pas suffisant. Donc j'ai vu partout ailleurs. Je crois que je suis un peu plus accompli par la différence. Et aujourd'hui, c'est une fête pour moi de revenir en France, de ressentir la chaleur de la France. Et aujourd'hui, on vient de passer ce petit concert de musique de chambre. On a joué 2 pièces de ma jeunesse. Ce sont les tout premières pièces, 2 pièces que j'ai composées en France.
même la pièce que j'ai complètement changé dans mes yeux. Dans vos yeux? Oui. Parce que je n'ai voulu plus entendre ça. C'est une autre chose de moi. Je veux être révolutionnaire sur moi et je veux faire des choses différentes. Mais quand je vois ça, les deux pièces qu'on a jouées aujourd'hui, j'ai recommencé à réfléchir. Réfléchir à quoi? C'est-à-dire à votre rapport, à votre passé, à la France? Sur une vie continuelle. Sans le passé, il n'y a pas le présent. Donc le passé fait partie de moi aujourd'hui. Donc je suis encore très proche de ça. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai compris ça. C'est pour ça que je tiens à remercier à vous, à Philharmonie et à l'orchestre de Paris. C'est très touchant ce que vous dites de votre rapport à la France, un rapport qui vous a imprégné, qui a fait une partie importante de votre vie, et de sentir ce besoin d'éloignement pour ensuite ce plaisir de renouer. Mais je suis intrigué également par ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire vous vivez avec des moments dans votre existence actuelle d'isolement, vous cherchez à vous couper du monde, peut-être, ou avoir un autre rapport au monde, un rapport peut-être plus avec la nature qu'avec le monde. Plus global. Et en même temps, vous sentez que votre musique devient plus mondialement connue et elle se diffuse quand même, sans que vous ayez besoin d'être là. C'est le grand cadeau de ma vie, parce que j'ai réalisé ça, qu'un compositeur, c'est pas le rapport social qui peut rendre un compositeur utile et connu. C'est quand même le travail, l'isolement, et être consistamment tout seul, et pendant très très longtemps, qu'on pourrait peut-être voir quelque chose d'intéressant. Pas le contraire, pas le social, et manger ensemble, et discuter, et établir une relation important, utile, mais utile toujours très fugitive. Est-ce que ce rapport social, vous avez eu l'impression de le pratiquer beaucoup à une époque et un peu moins maintenant, ou en fait jamais finalement? Il y a une quinzaine d'années, j'ai beaucoup assisté les fêtes montaines, par exemple à Quai d'Orsay, etc. Mais au bout de 2 ou 3 ans, j'ai réalisé ce n'est pas du tout utile et ça me rend malade. Et ça, vous le dites à des jeunes musiciens qui viennent travailler avec vous? Ouais. Laisser ce genre de mondanité à côté et chercher vous-même? Peut-être pour les jeunes, ils ont besoin au moins une base de relation, au moins avec les musiciens et les professeurs et certains gestionnaires des institutions comme vous. Mais une fois on est quand même une base de connaissance et de reconnaissance en soi, l'essentiel c'est rester seul et travailler. C'est très dur, hein. Il faut un courage, pour moi aussi. Être seul tout le temps, dialoguer avec soi-même et avec la nature, avec très peu de gens, les paysans, etc. C'est un danger aussi, parce que même pour moi, j'ai beaucoup de mal à dormir. Oui. Ça ne se sent pas du tout. Non, vous respirez la sagesse. Oui, mais quand même, la tête ne s'arrête pas et le soir non plus. Quand je dis des choses, je me réveille, je note et ensuite je réfléchis, je note. Et pas seulement la musique, les pensées aussi. C'est parce que vous dédiez exclusivement votre activité à la création et la créativité, et forcément vous êtes activé par elle, même au moment de vous reposer peut-être. Non seulement la création, mais aussi la raison d'être et la raison d'être avec les autres et quelle est la relation humaine entre moi et autres filles, etc. Tout ça, c'est important pour moi.
Comment est-ce qu'aujourd'hui vous définissez votre relation idéale avec les gens, avec certaines personnes avec lesquelles vous aimez être, vous aimez échanger, ça peut être des musiciens, des personnes de votre entourage. Qu'est-ce que maintenant vous appréciez? Être humble, oui. Être à l'écoute, être respect, et pas se prendre comme quelqu'un. En même temps, il faut croire en soi fortement. N'écoute personne. À l'écoute de tout le monde, mais n'écoute à personne. C'est une attitude, je crois, il faut prendre pour continuer sa voie et faire ce qu'il veut. Sinon, on est toujours le traître et opportuniste, et on prend tout ce qui est utile et ce qu'on peut arriver plus vite financièrement. C'est pas grave. Vous voulez dire qu'il y a toujours une bonne raison de faire des concessions avec soi-même, l'argent, le pouvoir, quelquefois la politique. C'est tentant. Avec le temps, tout ça, tout ce que vous avez, l'argent, la connaissance, la rencontre avec les hommes politiques, sont aucune importance pour moi. Parce que j'ai déjà passé ça. J'ai un peu d'argent, ça suffit. J'ai rencontré des hommes politiques, ça suffit. Parce que c'est pas utile. Si on n'a jamais eu ça, on ne savait pas. Mais si on a eu une fois, on sait. Il n'y a jamais eu une personne qui vous a quand même plu, inspiré, compris? C'est pas un homme politique dans ce cas. Wow. Oui, je comprends. Est-ce que ça vous va si on plonge dans le fil de votre vie? Nous avons préparé quelques photos ensemble. C'est vous qui nous les avez apportées. Et peut-être on peut reprendre ce fil de votre vie avec des jalons. Vous pouvez les commenter plus ou moins abondamment. Quelquefois, ça peut faire naître des questions importantes. Quelquefois, ça va aller très vite. Il y en a peut-être une trentaine. Elles sont dans l'ordre chronologique. Pour moi, personnellement, ça m'importera beaucoup de rentrer dans votre journal et de sentir aussi la vision que vous avez de cette période plus ou moins lointaine de vous. Il y a des périodes certainement de joie, d'enfance, des périodes moins légères peut-être, mais j'étais très surpris en les découvrant. J'espère qu'elles vous plairont aussi. Je vous propose la première. Nous voici en 1953, c'est bien ça? Vous êtes né en 1951 à Shanghai, oui. Donc vous aviez 2 ans. Oui. Oui. C'est votre papa? Oui. C'est devant le ministère de la Culture. Oui, vous aviez c'est l'escalier entrée du ministère de l'époque, oui. Et votre papa était proche du ministère? C'est pour ça que je ne veux pas être très proche des hommes politiciens, parce que je le connais, et connais suffisamment. Mais eux, lui et ma mère, ce sont des artistes de début. Et comme ils ont participé à la révolution du communiste à l'époque, dans les années 30, donc une fois le communiste a eu le pouvoir, eux, ils ont entré dans le pouvoir de gestion des institutions culturelles. Et vous, aussi jeune que vous étiez dans ces années-là, vous sentiez ce bain politique qui animait vos parents? Vous sentiez cet engagement? Non, parce que j'étais trop jeune. 3 ans, non. Ouais, 2 ans, c'est trop jeune. C'est ensuite que vous l'avez compris? Oui, il faut avoir au moins 15 ans pour commencer à regarder et comprendre. Votre papa était musicien? Non, était peintre, calligraphe. Ma mère était musicienne. Ouais.
des mots, des lettres et des connaisseurs de l'histoire, de la culture, surtout la culture traditionnelle chinoise. Mon père, c'est un peintre, mais d'une façon, c'est pas peintre à l'huile occidental, c'est peintre aux encres et calligraphe traditionnel. Donc sa vie, hein, il ne veut pas être fonctionnaire. Toute sa vie, il veut être libre et faire des peintures, des tableaux chez nous. Donc c'est un déchirement tout le temps chez lui, ça je le vois. Donc la journée, il travaille dans l'institution, le soir il rentre, il peint, et pendant un mois, quand j'avais 10 ans, pendant un mois, il n'a pas dormi. Chaque soir, quand je me réveille à 6h30, la lumière est toujours là. Il est encore travaillé. Il voulait profiter de sa nuit pour faire ce qu'il ne pouvait pas faire pendant le jour. Ouais. Donc tout ça, ça m'a marqué. C'est pour ça que je reste seul et dans la montagne aujourd'hui. Pour échapper à ça. Ouais. Et quand il était calligraphe peintre, est-ce qu'il y avait une contradiction avec son engagement politique, puisque certaines formes d'art étaient bannies, jugées trop élitistes, peut-être trop attachées à des classes éduquées, et il était recherché d'aller vers un art dit populaire, plus simple, accessible à tous. Est-ce qu'il y avait une contradiction? Oui et non, parce qu'il croyait profondément au communisme. En même temps, c'est un créateur inné, donc il connaît l'art, il aime peindre. Donc, pour moi, dans son cœur, c'est pas contradictoire, hein, mais seulement il veut être créateur seulement et pas être un dirigeant d'une institution. Mais il est communiste, donc il doit respecter la discipline, c'est tout. Ouais. Donc il est comme ce que j'avais dit, hein, il respecte les gens. Même dans les moments les plus durs, il respecte les gens. Même en soi-même aussi, pendant la révolution culturelle, il rentre avec les autres cadres pour prendre le piano chez moi, parce que le piano est interdit. Donc prendre le piano avec ces vieux, encore, ensemble, retirer de chez moi. Mais il est venu avec un sourire. Avec un sourire? Ouais. Et quel était le sens de son sourire? Toujours calme, ouais. Parce qu'il avait une libération? Pas du tout, non? Il est enfermé, séparé de la famille. Il rentre pour prendre le piano. Et quel est le sens de son sourire? C'est comme ça, c'est accepter la vie, accepter le destin de la vie et continuer à vivre avec une attitude positive. Ouais. Vous avez 3 ans? Ouais. Regardez les yeux. Oui. Penseur. Oui. Et volontaire? Ou non, involontaire, je ne sais pas, c'est innocent. Et un enfant comme ça, seulement on voit celui-ci, peut-être il est têtu. Oui, oui. Ah ouais. On sent cette volonté. Ouais. Nous voici en 1956. Ouais. La photo n'est pas d'une qualité extraordinaire. Vous êtes avec toujours votre Ma sœur. Oui. Ma sœur et les deux élèves de ma mère. Au milieu, c'est ma mère. Un des deux élèves, c'est aussi un compositeur très connu en Chine, s'appelle Jin Xiang, au milieu. Ouais. Donc votre mère était musicienne. Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle est pianiste. Ensuite, elle a voulu être compositrice, mais un peu ratée, à mon avis. Hein. Donc, elle gère l'institution de la musique cinématographique en Chine. Ouais. Qui devait être assez proche d'une forme de propagande. Oui, au début, c'est
studio de documentaire. Donc c'est un studio documentaire à l'époque, c'est très important. C'est comme CCTV aujourd'hui. Chaque semaine, il y a un reportage et tout le monde doit le regarder. Donc c'est éducatif. L'événement et l'actualité, etc. Mais elle doit gérer la musique. Vous êtes toujours là? Oui. Derrière. C'est l'année 1960. Oui. J'avais 9 ans. Mais c'est une famille heureuse, n'est-ce pas? Beaucoup de sourires. Ouais. Très belle famille. Oh, et derrière, il y a un tableau très connu de Tupan Tianzhou. Est-ce que votre père accrochait ces tableaux chez vous? Oh, oui, bien sûr. Oui, ouais. C'était une évidence. Ouais. Il est... Oui. Tout est passé, refait un temps disparu. La même année, toujours avec votre père. Ouais. Et ce sont vos... C'est la première année que j'ai entré dans le... Je ne sais pas comment... C'est un organisme pour les jeunes enfants. Ouais. Quand cet enfant est bien et sage, oui, on donne un foulard. Oui. Pour le féliciter. Oui. Vous étiez fier? Oui, mais j'étais naïf, c'est tout. On lit quelquefois que vous avez été, pendant quelques années, dans un centre de rééducation. C'était dans ces années-là ou... Non, c'est plus tard. C'est plus tard. Ouais. Donc on y viendra probablement. 63, vous avez toujours le foulard. Vous êtes toujours un bon... Oui, bien sûr, citoyen. une fois entré, on reste toujours là. Encore beaucoup de sourires et de bonheur dans votre famille. Ouais. Et là, c'est une photo très intéressante. Regardez mes mains noires. Ah, c'est vrai? Oui, c'est parce que en hiver, hein, et les manches longues, et je suis un enfant vraiment, j'étais un enfant vraiment qui n'est pas sage. Hein. Oui. Il joue dans le cours et avec les enfants. Et il ne craint jamais la condition de vie, quelle que soit la condition de vie. Donc après l'été, après l'hiver, le main est comme ça. Donc c'est ma peau naturelle. Hein. Et ma peau est traitée. Alors vous voici musicien-interprète. La clarinette, c'est votre instrument. Ouais. Clarinette seulement ou piano aussi? Piano en même temps, il faut apprendre le piano dans le conservatoire. Mais clarinette, c'est mon première discipline. C'est vous qui l'avez choisi? Oui, parce que l'école, c'est le conservatoire secondaire annexe au conservatoire central de Pékin, a voulu que j'apprenne basson. Et basson, c'est inintéressant. Oui, c'est trop grave. C'est trop grave. Donc j'ai demandé changer d'instrument. Donc mon père a contacté l'école en demandant de changer. Oui. Et ça a fonctionné. Oui. Donc à partir de 1964, j'ai commencé la clarinette pendant 14 ans. Quel est votre rapport avec cet instrument? Les instruments c'est forcément un instrument à vent, c'est-à-dire que la respiration va de soi, contrairement à des instruments à cordes où il faut plutôt créer ça. C'est pas un instrument harmonique, à la différence du piano, de la harpe. Il y a quand même des personnalités qui se dégagent de l'instrument, qui vous façonnent comme musicien. Est-ce que vous sentez un lien entre la clarinette et votre style de compositeur? Alors, je ne sais pas si vous savez, dans l'histoire, il y a beaucoup de gens, les compositeurs, ou parmi les instrumentistes, les clarinettistes sont des gens très brillants. Hein? Woody Allen, non?
Dans un orchestre comme ça, un oboïste, c'est quelqu'un qui est très détaillé. Hein? Très précis. Oui, il regarde sur les petits détails. Oui, les bassonistes sont généreux. Et le flûtiste est rapide. Et le clarinettiste, il a une vision plus globale. Ouais. Parce que la clarinette, c'est l'instrument qui a une tessiture plus étendue. C'est aussi un instrument dont le timbre se mêle facilement à d'autres. Ouais. Et c'est une aptitude, mais aussi un goût. Ouais. Dans l'orchestre, en musique de chambre. Ouais. En plus, l'expression de clarinette ne reste pas dans un seul domaine. Par exemple, au bois, hein, c'est onduleux, c'est... Vous voulez dire c'est un type d'expression? Oui, sucré, oui. Et clarinette, il peut être sucré, il peut être très dur. Ouais. Il peut être très sombre et très brillant. C'est vrai. Ouais. Vous étiez virtuose? J'ai essayé. Oui. J'essaie. Oui. Toujours à la clarinette, cette fois-ci l'ensemble c'est top, vous étiez avec votre sœur au piano, cette fois-ci c'est un ensemble avant. Ouais. Là c'est au conservatoire, dans l'apprentissage. C'est pendant le conservatoire, oui, mais on était dans une usine pour faire servir aux ouvriers. Ouais. Alors ça c'était des concerts qui étaient organisés pour que les artistes et le peuple se connaissent. On a vécu pendant un mois dans l'usine, avec les ouvriers. Pendant la journée, on travaille avec eux, et le soir, on travaille un peu l'instrument. Et à la fin de ce stage, on donne un concert. Vous avez un bon souvenir de cette expérience? Bien sûr, la mélodie, je m'en souviens encore. Et du lien avec les ouvriers? C'était agréable? La salle est remplie, hein. C'est beaucoup plus grand. C'est comme la Philharmonie, hein. Grande salle. Wow. C'était une usine de quoi? Usine de tessiture. Texture. De textile? Oui, textile. Ouais. Une usine de tessiture, ce serait presque un conservatoire. Là encore, l'ensemble s'agrandit. Nous sommes face à un orchestre cette fois-ci. Orchestre, chœur, on sent quelque chose de très officiel. La journée des enfants. Pouvez-vous nous raconter ce que c'est? Les paroles a écrit écoute au pays ou écoute? Oui. La parole de Mao Zedong et être bon enfant de Mao Zedong. Oui. Et ça, c'est un parc public à côté de Cité Interdite. C'est pendant le 1er juin, c'est la fête des enfants internationale, même ici. Oui, donc on donne ce concert. Mais c'est le dernier concert avant la Révolution culturelle. Ouais. Et dans ces concerts, qu'est-ce qu'on jouait pour être un bon enfant? Quelle était la musique qui était jouée? On a dit là呀啦，教所逃出美国喽，美国人民一起来呀，就这种，c'est il y avait encore en fait. Oui, je n'oublie jamais. On dit serrer le ça, c'est comment on dit? Le col, le cou. Oui, le col sur les impérialistes américains. Quand même. Vu qu'on demande s'il y a des impérialistes américains dans la salle. Donc ça, c'est l'éducation de l'époque. Mais ce sont des périodes, on est des très heureux, je crois. Et c'est rare d'entendre parler avec joie ou... C'est pas encore. On est vraiment insouciant de tout. Et l'éducation est rigoureuse, tout est normal. Et avec une famille très heureuse, aucun problème. C'est la même journée. Ouais.
Je suis là, je suis là. Vous êtes d'accord. Le clarinettiste à gauche des deux flûtistes. Ouais. « 72, malgré le sourire, Ouais. nous changeons de contexte. » Oui, on est dans un caserne pour recevoir la rééducation pendant 3 ans, entre 70 et 73. Ouais. Pourquoi vous avez été là-bas? On est envoyé là-bas. C'est pas un choix. Oui. Je sous-entendais bien que ce n'était pas un choix, malheureusement, ouais. Mais comment vous l'avez appris? Qui vous l'a annoncé? Est-ce que vous avez compris pourquoi vous alliez là-bas? Il faut peut-être dire ça. C'est une situation générale dans cette époque-là. Je ne suis pas seul ou je suis un malheureux parmi. Je suis un malheureux parmi tout le monde. Mais une fois, on est dans une difficulté avec tout le monde. On ne sent pas tellement. Parce que les hommes vivent en comparant constamment les autres. Alors, quand toi tu es heureux et moi j'ai seulement 1 euro de moins que toi, je ne suis pas heureux. C'est ça. Mais si tout le monde a seulement 1 euro par mois, tout le monde est heureux. Donc, moi je ne me sens pas vraiment à l'époque très malheureux, mais c'est périodique. Il y a des périodes très difficiles, vraiment très difficiles. Et dans ces années-là, si tout le monde était considéré comme des personnes à rééduquer, pas tout le monde, pas tout ça quand même, des gens qui ont reçu une bonne éducation, ou des intellectuels, ou des cadres, etc. Pas tout le monde, les paysans non, les ouvriers non. C'est ça. Donc il y a quand même une forme de punition ou de changement des personnes qui sont éduquées. Oui. Rééducation est vraiment c'est efficace. Efficace. Et avec votre père qui était convaincu des bienfaits du communisme, est-ce que vous n'aviez pas eu un sentiment d'incohérence? C'est une vie. Mais c'est dur en rappelant. C'est-à-dire? C'est quand on sort de ces situations, et en mémoire reste. Avec le temps, c'est de plus en plus dur. Oui. Reflet d'un temps disparu. Encore une fois. Mais c'est plus en plus dur, mais aussi c'est devenu une histoire avec de charme. Beaucoup de charme. Parce que dans ce genre de conditions, on sent, on est plus sensible qui est vrai ami. Le ami est très peu, parce que tout le monde est devenu ennemi. Tout le monde dénonce. Oui. Vous dites avec un sourire de sagesse, mais ça doit être quand même une épreuve très dure, de sentir que la dénonciation va faire le tri de toutes les relations qu'on peut penser. Ravel, essentiel. Ravel. Et Britten, Benjamin Britten, et Shostakovich, Debussy, et les couleurs des accords de Messiaen, Ligeti énormément à l'époque. Ouais. Après, Puccini, c'est beaucoup moins. C'est parce que il y a 40 ans de ça, 50 ans de ça. On a évolué. Une autre question? Peut-être que le débat se poursuivra par la musique, au concert.
Je souhaite vous y retrouver. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre présence.